on va voir maintenant le processus maîtriser les coûts. Donc, on avait, au moment de la planification, planifié comment on allait gérer les coûts, on avait estimé les coûts, on a un budget. Maintenant, ce qu'on va faire, au niveau de la maîtrise, on va contrôler est-ce que c'est correct par rapport à notre budget, par rapport à notre plan. Et on va contrôler avec la fréquence qui a été identifiée au niveau du plan. L'écart qui est tolérable, déjà on l'avait indiqué au niveau du plan. Donc, on a déjà les données. Donc, l'objectif de ce processus, c'est de mettre à jour les coûts. C'est de gérer les changements affectant la référence de base des coûts, cost baseline, et toute augmentation du budget qui n'est pas autorisée, on va la traiter à travers le processus maîtriser les changements. L'intérêt de ce processus, bien sûr, c'est de conserver une référence de base du coup tout au long du projet qui est correcte. Et on va déterminer un peu l'état actuel et bien sûr tout changement doit passer par la maîtrise des changements. Mais comme tous les autres processus de maîtrise, leur objectif n'est pas uniquement de constater ou de régler le problème, mais c'est d'agir sur la source. Qu'est-ce qui est en train de faire en sorte que nous avons des écarts? Et c'est pour ça qu'on doit influencer les facteurs qui provoquent les changements. Et on va réexaminer régulièrement les réserves. Si des risques ont disparu, on va libérer les réserves des risques. Et puis, on va essayer d'amener un peu les surcoûts à des limites qui sont acceptables. Donc, ce processus va nous donner en sortie de l'information sur la performance d'exécution. Donc, on va prendre un peu les données générées par le processus diriger et gérer le travail, données en termes de coûts. On va faire à l'intérieur de l'analyse des données, on va analyser les écarts, la valeur acquise, les tendances, et on va sortir avec l'information. Cette information sera traitée dans le processus d'intégration lié à la maîtrise du travail du projet. Et s'il faut faire des demandes de changement, on va les générer et ça va être traité par le processus habituel de gestion intégrée des changements. Donc, on va sortir avec ce processus avec l'information et avec des prévisions. Si on continue comme ça, quel va être le budget global? On a besoin de combien de budget supplémentaire? Donc, on a des prévisions un peu sur la tendance. Ceci, bien sûr, peut changer, bien sûr, des hypothèses, des estimations, les coûts. Donc, on peut être amené à changer certains documents du projet. Bien évidemment, on a besoin du plan de gestion des coûts, de la référence de base des coûts et de la référence de base de performance. Coûts, périmètre, échéancier. Et le retour d'expérience. Et ici, on a aussi le besoin de financement du projet. Processus déterminer le budget à déterminer un besoin de financement. À quel moment on a besoin des financements? Donc ça, c'est une information cruciale aussi pour analyser la performance. Et on va voir un peu les outils et les techniques. Donc, on a besoin, bien sûr, des experts, des experts financiers, on analyse des coûts, on analyse la valeur acquise. Et ici, on va faire l'analyse des données. Ici, on est en train de s'éloigner de la méthode où tu es à combien de pourcentage d'avancement, il te reste combien de pourcentage, Déjà que ça prend du temps et que c'est du à peu près. Donc là, on va aller vers une méthode plus scientifique, si je peux dire. Donc, on va voir tout ce qui est valeur planifiée, planet value. On va avoir besoin d'analyser tout ce qui est valeur acquise, earned value. Alors, la valeur acquise, c'est le travail effectué, réalisé, mais on va le mesurer en termes de budget. Et là, on va utiliser la règle soit du 0-100 ou du 50-50. Je rappelle juste que la règle du 0-100, c'est-à-dire que si on travaille avec cette règle, dès qu'on démarre une tâche, elle est à 0 et on la compte à 0 jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Ça veut dire à la moitié, on considère que c'est toujours du 0. À la fin, c'est du 100%.
Si on utilise la méthode 50-50, c'est-à-dire dès qu'on démarre une tâche, on considère qu'elle est à 50%, et quand on termine, on rajoute les autres 50%. Ça, ce sont des éléments de la valeur acquise. Donc la valeur planifiée, ce qu'on avait planifié de faire. La valeur acquise, c'est la valeur en termes de montant de ce qu'on a réalisé. Et le coût réel. Hein. Et on va analyser des écarts. L'écart des délais, c'est quoi? C'est unit value. Unit value, c'est la valeur en budget du travail effectué, moins la valeur planifiée. Si c'est un écart des coûts, cost variance, c'est la valeur du travail effectué, moins le coût réel. Donc, on a aussi besoin d'analyse des données, hein, pour tout ce qui est analyse de la tendance. Hein. On va essayer d'utiliser, de toute façon pour la tendance, il y a 3 méthodes. D'accord? Il y a ce qu'on appelle la méthode d'estimation ascendante. C'est-à-dire qu'on va se baser sur les coûts réels et l'expérience acquise au cours du travail et on va remonter. Ça veut dire que estimate at completion, c'est-à-dire que l'estimation à la fin du projet va être égale au coût actuel. Donc, on a terminé un coût et on va terminer tout le reste du projet avec l'estimation réelle. Ça, c'est la méthode ascendante. Donc là, on se base sur les coûts réels et l'expérience et maintenant, on va réestimer l'estimate at completion. C'est-à-dire l'estimation à la fin du projet. On prend le coût actuel et on va réestimer l'ensemble des travaux. Première façon de faire. Alors, quand on utilise la méthode provenant de la valeur acquise, unit value, là, on a 3 façons de faire. Soit on estime que le reste du travail à faire, on va utiliser le taux prévu. Donc, même si on n'a pas bien exploité les coûts, on a dérivé par rapport aux coûts, mais on va considérer qu'on va continuer avec le taux prévu initialement. Donc, l'estimation à la fin, estimate at completion, est égal au coût actuel, parce que ça, on peut plus le supprimer, plus le budget, hein, ce qu'on avait mis comme budget, moins la valeur du travail effectué. Donc là, on estime que le reste va être réalisé, hein, au taux prévu. Maintenant, on peut imaginer que ce qui va rester à faire, on va terminer avec le même indice de performance des coûts, les mêmes conditions. Ça veut dire que maintenant on a compris que c'est ça notre façon de faire. On peut ni améliorer ni être pire. Donc on va utiliser un certain indicateur. Donc l'estimation à la fin est égale au budget sur l'index de performance des coûts. L'index de performance des coûts, comment il se calcule? Alors on le calcule. Il est égal à la valeur acquise divisé par le coût actuel. Alors, dans tous les index de performance, on commence toujours par la valeur acquise et on divise soit par le coût actuel quand on veut calculer un indice de performance des coûts, soit on divise par la valeur planifiée quand on veut sortir avec l'indice de performance des délais. Troisième façon de faire, le coût total estimé, il va être basé maintenant sur 2 indices. Celui des coûts, celui des délais et celui des coûts. Et puis on peut même les pondérer. Donc on utilise cette formule. Soit on dit que les 2 indicateurs ont le même poids, ou on va surpondérer un indicateur par rapport à l'autre. Donc, juste ce schéma qui représente, donc, on a un projet, et voilà un peu le budget qui était planifié. À chaque moment, on a ici la valeur qui a été planifiée. Alors, on peut avoir une autre coupe pour le coût actuel. Donc, si le coût actuel est supérieur à ce qui est planifié,
Donc si on extrapole, on va avoir une nouvelle estimation à la fin. Estimated completion qui va être différente. C'est ça le budget à la fin du projet. Et ici, à un moment donné, on peut voir, par exemple, essayer d'identifier. À ce moment-là, on va voir, voici la valeur planifiée. On va voir quelle est la valeur de ce que l'on a réalisé. Dans cet exemple, par exemple, la valeur est inférieure à la valeur planifiée. Donc, on est en retard. On a réalisé moins que ce qui était prévu. Et en plus, ici, on a un coût qui est supérieur. Donc, on est mauvais sur les deux indicateurs. Donc, on va aussi analyser des données. On va analyser la réserve. On va voir le budget à la fin. On va analyser le budget à la fin. On va aussi essayer d'estimer quel est le coût à la fin. Estimate at completion. Quel est le nouveau, pour essayer d'estimer le nouveau budget. Quel est l'écart à la fin? Variance at completion est égal au budget moins la nouvelle estimation. Estimate at completion. Donc là, on va avoir l'écart à la fin. Donc, on va pouvoir aussi suivre les réserves pour aléas et peut-être demander plus de réserves. Donc, lorsqu'il y a des opportunités, eh bien, on peut faire des économies et des fonds peuvent être ajoutés à la réserve. Ou on va aussi pouvoir restituer de la marge et des profits pour le projet. Ou on restitue des réserves pour aléas non utilisés. Donc la liste de l'ensemble de ces formules liées au coût, elle est très bien expliquée, très bien détaillée à la page 267 du PMBOK dans sa version numéro 6. Donc on va utiliser l'analyse de la réserve pour voir est-ce qu'elle est suffisante ou pas, ou est-ce qu'il faut une nouvelle. Et on va même évaluer la réserve du management pour voir si c'est trop ou trop peu. Et quand un risque non identifié survient, eh ben on va utiliser la réserve du management pour la solution de contournement. Mais l'utilisation de ce montant nécessite une demande de changement pour faire passer ce montant vers le cost baseline, vers la référence de base des coûts. Alors, la liste complète des formules est sur le PMBOK, page 267. Alors, cet indicateur, il va pouvoir nous indiquer quel niveau de performance des coûts il faut atteindre pour terminer dans un objectif spécifique, qui peut être de rester dans le budget. Et quand l'objectif n'est plus atteignable, le chef de projet doit utiliser le nouveau coût total. Une fois approuvé, il va remplacer le nouveau budget à terminaison. Donc cet indicateur, le To Complete Performance Index, on va diviser le travail non achevé. C'est quoi le travail non achevé? C'est le budget moins ce qu'on a réalisé pour le moment. Moins la valeur de ce qu'on a réalisé pour le moment. Il reste la valeur de ce qu'il faut réaliser. C'est ça le travail non achevé. On va diviser ça par soit le budget moins le coût actuel. Dans ce cas-là, on est en train d'essayer de déterminer quel est le niveau de performance à atteindre pour rester dans le budget. Ou quel est le niveau de performance à atteindre pour atteindre la nouvelle estimation de budget. Si cet indicateur est supérieur à 1, ça veut dire que c'est plus difficile d'atteindre. S'il est inférieur, c'est plus facile. Et s'il est égal à 1, donc on n'a pas besoin de faire d'efforts supplémentaires. Bien sûr, on a besoin d'un système d'information de gestion pour faire tous ces calculs. Donc, en sortie, on va avoir une information sur la performance d'exécution. On va avoir des écarts, des indices, un coût final estimé, un écart à la fin. Tout ça va être documenté dans des rapports de performance. Et ça peut générer des demandes de changement qui vont modifier la référence de base des coûts et peut-être même d'autres références de base. Et puis, on va sortir, bien sûr, comme on avait dit, avec des estimations qu'on va communiquer aux parties prenantes. Cela peut amener à modifier certains documents
notamment tout ce qui est base d'estimation et estimation des coûts, et peut-être des risques. On va essayer de voir maintenant un exemple pour mieux comprendre. Donc, un projet a été lancé pour peindre 4 murs dans une pièce. Les travaux doivent être terminés en 4 jours. Et le coût prévu pour la réalisation de chaque mur est de 200 euros. Il y a 4 murs, chaque mur 200 euros, donc le budget total est de 800. Après 3 jours, 2 murs et demi ont été achevés en utilisant toutes les métriques de la valeur acquise, Earned Value Management. Quel est le planning et l'état des coûts du projet? Donc, on va essayer de déterminer un peu les principaux indicateurs. Donc, le budget at completion, le budget global, budget à la fin, dans notre cas, c'est 800. Chaque mur 200, donc c'est 800. La valeur planifiée, qu'est-ce qu'on avait prévu de faire à 3 jours? On avait prévu de faire 3 murs. Donc 200, 200, 200. Donc, la valeur planifiée est de 600. Quelle est la valeur acquise? C'est-à-dire, quelle est la valeur de ce que l'on a produit? Alors, on a fait 2 murs et demi. Donc, on a produit 2 murs et demi. Quelle est leur valeur? Donc, c'est 200 plus la moitié de 200, 500. Quel est le coût actuel? Il suffit un peu de sommer les coûts. Donc, on peut avoir le résumé ici. Donc, vous voyez, c'est assez simple. Maintenant, si on veut extraire certains indicateurs, on veut maintenant par exemple calculer l'écart, ce qu'on appelle schedule variance, l'écart des délais. L'écart des délais, je vous rappelle juste que c'est égal. De toute façon, les indicateurs, que ce soit schedule variance ou tout ce qui est index, rappelez-vous qu'on commence toujours par net value, toujours par la valeur acquise. Si on cherche un écart de délai, on va retrancher le PV. Si on cherche un indicateur, un index de délai, on va mettre EV divisé par PV. Maintenant, si on est en train de chercher un écart de coût, on va mettre EV moins AC. Si on est en train de chercher un index de performance des coûts, on va mettre EV divisé par AC. On commence toujours par EV. Quand il s'agit de coûts, on utilise AC. Quand il s'agit de délai, on utilise PV. Là, rien qu'en retenant ça, vous allez pratiquement avoir en tête presque toutes les formules. Donc maintenant, on veut calculer par exemple quel est l'écart des délais. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par EV. Donc c'est EV moins PV, écart des délais. C'est-à-dire qu'on est à moins 100. Quand l'écart des délais est négatif, cela veut dire que le projet est en retard. Si on veut calculer maintenant l'index, l'index de performance de l'échéancier. Donc on commence EV divisé par PV. Et on a 0,83. C'est inférieur à 1, donc l'équipe est moins efficace que prévu pour les délais. Maintenant, on va faire exactement la même chose pour les coûts. Quel est l'écart en termes de coûts? Donc on commence par EV moins AC. EV moins AC, c'est moins 150. Donc l'écart est de moins 150, c'est négatif. Ça veut dire que le projet est au-dessus du budget. Si on calcule l'indice de performance, c'est EV sur AC est égal à 0,77, toujours inférieur à 1, donc dépassement des coûts. Maintenant, si on veut calculer l'estimation à la fin du projet, estimate at completion, on a 3 façons de le faire. Soit on va supposer que les travaux vont continuer au même rythme. À ce moment-là, on va s'appuyer sur l'indicateur, de performance des coûts. Dans notre exemple, donc, si on suppose que ça va être fait au même rythme, donc on va diviser le budget par l'indice de performance des coûts et on va avoir l'estimation à la fin du projet, estimate at completion. Maintenant, si on considère que les travaux, que ce qui reste, ça va
revenir au rythme planifié. À ce moment-là, l'estimation à la fin, donc c'est le coût actuel plus le reste à réaliser. Le reste à réaliser, symbolisé par le budget, c'est le budget à la fin, le budget, moins ce qu'on a réalisé pour le moment, moins l'équivalent de ce qu'on a réalisé pour le moment. Et ça va donner estimation à la fin. Maintenant, si on veut faire participer les deux indicateurs, on va pondérer. Soit on va mettre un 0,5, 0,5, soit on va pondérer l'un plus que l'autre. Alors, la prévision, elle va calculer également le coût prévu pour terminer tous les travaux. Donc, on a l'estimation pour terminer le projet, c'est quoi? C'est l'estimation à la fin, moins ce qu'on a dépensé pour le moment. Donc, ça va nous donner l'estimation pour terminer le projet. Donc, pour terminer le projet, on va avoir besoin de l'estimation à la fin, moins le coût réel des travaux. Dans notre exemple, donc première hypothèse, on va travailler au rythme actuel, on ne va rien changer. Donc l'estimation à la fin du projet va devenir de 1040 euros. Rappelez-vous que c'était de 800. Donc si on continue avec le même mauvais indicateur de performance, avec donc on va atteindre les 1040 euros. Donc on utilise cette hypothèse si on pense qu'on ne pourra pas améliorer la performance, que notre manière de faire actuelle, elle est plus représentative de la réalité. Maintenant, pour estimer, il nous faut combien en termes de budget pour terminer. Donc on va mettre les 1040, moins combien on a dépensé pour le moment. Donc il nous faut 390 euros pour terminer le projet. Alors qu'en temps normal, il aurait suffi d'avoir 150 euros pour atteindre les 800. On peut aussi voir sur cet exemple ce qu'est l'indicateur de performance pour terminer les travaux. To complete performance index. Donc cet indicateur, il va un peu montrer le niveau de difficulté nécessaire pour atteindre l'objectif de budget. Un TCPI supérieur à 1, cela veut dire que c'est difficile à réaliser. Inférieur à 1, c'est plus facile. Donc, dans le premier exemple, donc, on va estimer que maintenant, c'est vrai, on est en retard. On a consommé beaucoup trop du budget. Mais quel effort il faut faire pour essayer de revenir dans le budget? À ce moment-là, si on prend cette hypothèse, donc ici, on va mettre dans la formule le budget à terminaison, qui est le budget. Donc on va reprendre dans notre exemple 800 moins 500 sur 800 moins 650. On va avoir 2. Supérieur à 1, c'est plus difficile. Donc 2, là on sait que c'est très difficile. Maintenant, s'il suffisait uniquement de rester, de garder et d'atteindre le nouveau budget de 1040 qu'on avait identifié, donc là on va remplacer par 1040. Et puis là, on voit que c'est plus simple de tomber sur le budget de 1040, c'est-à-dire qu'on n'est pas performant et on va le rester. Enfin, quand je dis pas performant, peut-être que l'estimation initiale était trop optimiste. Donc, si on veut rester dans l'objectif, donc au niveau du TCPI, on utilise le budget à terminaison. Donc ici, vous êtes le chef de projet d'un projet d'élargissement d'une section d'autoroute de 10 km. Le budget approuvé est de 100 millions de dollars et le calendrier est de 40 semaines. Après 22 semaines, votre équipe a terminé 6 km de l'autoroute. 6 km sur 10. Et 64 millions de dollars ont été dépensés. Donc, on va essayer de calculer l'estimation pour terminer le projet. Estimation to complete à l'aide de la valeur acquise. Donc, quelle est l'estimation à la fin?
on a 4 propositions. Donc, l'objectif ici est de calculer l'estimation pour terminer le projet. Donc, la formule l'estimation pour terminer le projet, elle est égale l'estimation à la fin moins le coût réel. L'estimation à la fin, on va revoir ici. Donc, l'estimation pour terminer les travaux, l'estimation pour terminer les travaux est égale à l'estimation à la fin des travaux, moins les montants déjà engagés. Donc, il nous reste ici à identifier l'estimation à la fin des travaux. L'estimation à la fin des travaux, on peut la calculer en calculant le budget du projet divisé par l'index de performance des coûts. Donc, ce qui nous reste comme inconnu, c'est l'indice de performance des coûts. Grâce à lui, on va extraire l'estimation à la fin. Et puis, on aura notre... Donc, pour calculer l'indice de performance des coûts est égal à la valeur acquise divisée par le coût réel. On revient à notre exemple. Donc, pour calculer l'indice de performance des coûts, donc la valeur, quelle est la valeur acquise? La valeur acquise, je vous rappelle que c'est l'équivalent en montant des travaux réalisés. Qu'est-ce qu'on a réalisé? On a réalisé 6 km. Quelle est la valeur en travaux de 6 km? La valeur de 10 km, c'est 100 millions de dollars. On met une règle de 3 et on va arriver au fait que la valeur de 6 km, c'est tout simplement 60 millions de dollars. La valeur acquise est de 60 millions de dollars. Maintenant, si on veut calculer l'indice de performance des coûts, on commence toujours par la valeur acquise divisée par le coût réel. Donc 60 sur 64, 60 sur 64 est égal à 0,93. Donc l'estimation à la fin est de 100 millions divisé par 0,93 et on va tomber sur 106 millions de dollars. Donc voici le budget à la fin. Alors il nous faut combien encore de rajouter comme montant pour terminer le projet? C'est l'estimation to complete. Quel est le montant pour terminer le projet? Et là, on va mettre donc l'estimation à la fin moins le coût actuel. Donc, il nous faudra 42 millions de dollars pour terminer le projet à ce rythme. L'écart à la fin, variance at completion, l'écart à la fin, c'est les 106 millions de dollars moins, c'est plutôt 100 millions moins 106 millions est égal à un écart négatif. Il va nous manquer 6,66 millions de dollars. Et à ce moment-là, peut-être qu'il faut demander une rallonge de budget ou améliorer notre manière de travailler. Donc, le processus maîtriser les coûts va nous donner l'information sur la performance. On est bon, on n'est pas bon, et des prévisions sur les coûts. On va estimer quel est le budget à la fin, combien il faut rajouter, et différents autres indicateurs qui vont donc générer des demandes de changement pour ramener le projet sur les rails. Donc, par rapport à ça, on va faire l'analyse de la valeur acquise, on va analyser les écarts, les tendances et les réserves. Peut-être qu'on est en avance sur les coûts. Peut-être qu'il y a des risques qui ne sont plus avérés, on va relibérer des réserves. Donc, on va faire ce type de traitement. Et on va calculer même l'indice de performance à terminaison du projet. Tout ça, bien sûr, via des logiciels.